Bonjour, bienvenue dans la série sur la mécanique quantique. Donc nous avons vu comment se combinaient les moments angulaires, les spins, et comme je l'ai dit, il existe un traitement rigoureux. Alors je ne vais pas vous le donner en détail, il est trop long, trop compliqué. Ça nous emmènerait dans des pages et des pages et des pages de calcul qui ne seraient pas très parlantes. Donc je vais vous donner les résultats. Donc supposons qu'on ait deux systèmes, un caractérisé par les nombres quantique J1, M1, et l'autre par J2, M2, qui sont combinés et qui forment un seul système dont on veut connaître les valeurs J et M. En fait, les ensembles pour chaque partie forment une base d'état complète de toutes les valeurs de M possibles pour les différents J, ou pour le M pour le J ici. Et donc, ça revient à changer de représentation et à trouver la matrice qui permet de passer d'une représentation pour chaque particule à une représentation de l'ensemble. Ce qu'on trouve par un calcul rigoureux, c'est que la valeur de J, selon la manière dont le tout est combiné, peut varier de J1 moins J2 en valeur absolue. Donc si on considère que J1 est plus grand que J2, par exemple, c'est J1 moins J2, sinon c'est J2 moins J1, peut varier jusqu'à J1 plus J2. Et la valeur de M est simplement M1 plus M2. Donc le résultat, au moins pour ce qui est des possibilités, n'est pas très difficile. Ceci est appelé règle du triangle. Il correspond en fait à la conservation du moment angulaire. Donc tout comme l'impulsion est conservée en général dans un système qui n'est pas soumis à des forces externes, l'énergie est conservée, le moment angulaire est également conservé. Donc en fait, si on a deux moments angulaires, leur combinaison donne un moment angulaire total qui forme avec les deux autres un triangle. Avec la seule condition en mécanique quantique que ceci doit avoir la longueur J1 en unité h bar, bien entendu, pour le moment angulaire, celui-ci J2 et celui-ci J. Le cas maximum correspond au cas où les deux moments angulaires sont alignés, auquel cas le moment angulaire total est la somme des deux, et le cas opposé, c'est celui où les moments angulaires sont opposés. Donc si on prend par exemple que J1 est plus grand que J2, le moment angulaire ici J2 opposé, et la différence est J. Donc J1 moins J2 égale J. C'est donc ce qu'on appelle la règle du triangle, qui est parfois utilisée parce qu'elle est assez pratique pour ce qui est au moins de la dessiner. Mais sinon, cette règle-là est très claire. Et donc, on passe d'une représentation à une autre. Donc, on peut décrire les états comme fois une matrice. Donc, l'état M1, M2 est donné par J, pour un J1, J2 donné. Pour J1, J2 donné, M1 et 2 est égal à JM fois une certaine matrice JM, M1, M2. Donc une matrice d'amplitude qui permet de passer d'une représentation à l'autre. La somme ici se faisant sur les différentes valeurs possibles pour J et M, bien entendu. Et cette matrice s'appelle coefficient de Clebsch-Gordan ou Gordon. Excusez pour le nom un peu bizarre, c'est le nom de deux scientifiques, Clebsch-Gordon ou Gordon. Pour le calcul de ces coefficients, c'est là que c'est vraiment difficile.
il existe des formules explicites qui donnent n'importe quel coefficient. Et ces formules, elles sont rébarbatives. Il ne doit pas y avoir grand monde qui les utilise. D'autres formules sont plus pratiques, ce sont des formules récursives. Elles permettent de trouver les valeurs des coefficients, étant donné ceux déjà connus pour de petites valeurs de J1 et J2. Donc si on connaît J1 et J2, les coefficients pour J1 et J2 égale 1,5 par exemple, on peut trouver avec ces formules les valeurs pour J1 et J2 égale à 1. Puis avec le tout, on peut trouver les valeurs pour les coefficients pour J1 et J2 égale 3,5, etc., etc. Donc on peut construire ainsi de proche en proche la valeur des coefficients avec des formules et une méthode de construction qui peut être un petit peu lourde du point de vue calculatoire, mais qui n'est pas très difficile et qui pourrait par exemple se programmer et s'informatiser sans difficulté. Alors, pour donner juste un exemple, à titre purement d'exemple, si on a J1 et J2 qui valent 1,5, alors on peut donner les coefficients pour J et M qui valent 1, 1, 1, 0, 0, 0 ou moins 1, moins 1. Et pour M1, M2, qui valent 1,5, 1,5, 1,5, moins 1,5, moins 1,5, 1,5, ou moins 1,5, moins 1,5. Et les coefficients que l'on trouve sont alors 1, 0, 0, 1, 0, racine de 1,5, racine de 1,5, 0, 0, racine de 1,5, moins racine de 1,5, 0, 1, 0, 0, 1. Voilà la forme typique des coefficients de Clebsch-Gordon pour des valeurs J1, J2 égale 1,5. Alors, une autre manière aussi, si vous n'avez pas envie de faire des calculs compliqués, même si vous avez les formules, c'est de consulter des tables. Il existe des tables donnant les coefficients de Clebsch-Gordon pour des valeurs jusqu'à des valeurs assez importantes du spin. On peut les trouver dans des livres ou sur Internet. Quelques recherches vous donneront les sites où on trouve ces coefficients. Alors voilà, pour les règles de construction, pour la combinaison des moments angulaires et des spins. Alors, on peut aussi construire des objets plus compliqués. Donc ici, le moment angulaire a un caractère vectoriel. On peut construire des objets qui ont des comportements plus complexes, dits tensoriels, et qui peuvent être appliqués ou utilisés dans des cas où on a des moments magnétiques ou moments électriques d'ordre dit supérieur, tels que des moments quadrupolaires et des choses de ce genre. Donc pour des situations plus complexes. Et là aussi, la théorie est complète, bien construite, etc., mais assez ardue d'un point de vue mathématique. Voilà, alors voyons maintenant qu'est-ce qu'il advient des transformations discrètes que l'on avait vues, telles que l'inversion spatiale et le renversement du temps. Alors pour l'inversion spatiale, c'est très simple. L'inversion spatiale, si elle est décrite par un opérateur UI, si on applique donc UI croix R UI à la position, on obtient simplement moins la position. Il y a renversement par rapport à l'origine du système de coordonnées. Et de même, si on l'applique à l'impulsion, puisqu'on inverse tout, l'impulsion, la vitesse sont renversées, donc ça donne moins P. Et R croix P est égal à L, le moment angulaire. Le produit des deux, donc les deux négatifs s'annulent, et UI croix L, UI est égal à L, il reste inchangé. Le moment angulaire reste inchangé sous une inversion spatiale. Qu'en est-il maintenant du renversement du temps? Alors, on avait déjà vu ça, rappelons-le, donc pour un renversement du temps
pour un spin 0, donc une particule sans spin, les coordonnées ne sont pas affectées par un renversement du temps. Donc RT égale TR. Par contre, les vitesses sont inversées lors d'un renversement du temps. Donc, PT égale moins TP. Et puisque L est égal à R croix P, on obtient LT égale moins TL. Donc, sous un renversement du temps, le moment angulaire est renversé. Il change de sens. Notons que dans la représentation coordonnée, la position est un opérateur réel, ses valeurs propres sont réelles, tandis que l'impulsion et le moment angulaire sont des opérateurs complexes, même imaginaires purs. Et de fait, on peut représenter l'opérateur T comme le produit d'un opérateur unitaire U fois K, l'opérateur complexe conjugué. Donc l'opérateur qui prend le complexe conjugué. Donc T est donc un opérateur anti-unitaire, nous l'avions vu. Et dans ce cas-ci, il suffit de prendre U égale 1, donc T égale K. Et lorsque c'est un opérateur imaginaire, il change son signe, et quand c'est un opérateur réel, il laisse son signe inchangé. Prenons maintenant le cas d'une particule qui a un spin. Eh bien, tout comme pour le moment angulaire, on doit avoir ST pour le spin égale moins TS. Et pour le moment angulaire total, bien sûr, JT égale moins TJ. Alors, regardons de plus près ceci. On voudrait bien trouver la forme de T dans le cas d'une particule avec spin. Alors, si on prend la représentation classique que nous avions vue, Sx, S est un caractère vectoriel, il a trois composantes, trois matrices. Sx et Sz sont des matrices réelles, et Sy est imaginaire pur. Donc, pas de problème, comme pour ici, ça fonctionne pour R, pour P et pour Sy, qui est imaginaire pur et qui change de signe. Mais Sx et Sz sont réels, donc en appliquant K, ils ne changent pas de signe. Si on veut qu'ils changent de signe, il faut que ce soit U qui fasse le travail. Donc on doit avoir U Sx égale moins Sxu, ou de même avec Z. Alors comment peut-on avoir un changement de signe de Sx et de Sz, mais pas de Sy? Sy reste inchangé dans une direction donnée, tandis que Sz change de signe et Sx change de signe. Eh bien, il suffit d'avoir une rotation autour de l'axe Y. Et une rotation de 180 degrés. Donc, il suffit que U soit égal à l'opérateur rotation à 180 degrés autour de l'axe Y. Et c'est simplement exponentielle, nous l'avions vu, moins I pi pour 180 degrés, Sy sur H bar. Et nous avons notre opérateur T qui est U fois K. Dans le cas d'une particule 1,5, on connaît Sy, et ceci est simplement, T est égal alors simplement à moins I, sigma Y, K, où sigma Y c'est la matrice 0 moins I 0. C'est la matrice de Pauli pour sigma Y. Donc l'opérateur T pour une particule de spin 1,5. Voilà, nous avons fait le tour pour ce qui est des combinaisons de spin et des opérations de symétrie
On va arrêter là un peu avec la théorie. Donc on a avalé, on doit digérer beaucoup de théories. Donc dans la prochaine vidéo, nous allons commencer quelques applications du spin et de ses effets. Donc on a vu les expériences de Stern et Gerlach, mais ça on s'en est servi d'une manière théorique pour construire, pour comprendre le spin. Donc maintenant nous allons voir d'autres expériences et voir quels effets peuvent avoir le spin en utilisant ce que nous avons vu avec la théorie. Et en particulier dans la prochaine vidéo, nous verrons la précession, donc une toupie qui bascule sur son axe comme ceci, la précession d'une particule de spin 1,5 dans un champ magnétique. Je vous remercie.